C'est aussi la fête ici sur ce plateau. Je vois qu'il y a beaucoup de monde de connecté. Vous ne pouvez pas vous cacher puisque j'ai les noms s'affichent derrière. Il y a beaucoup de monde de connecté. Donc merci de nous suivre. Ça c'est super sympa sur FTV, sur Fishing TV. Et puis j'ai parlé qu'on aurait une rubrique avec les guides de pêche. Une petite table ronde ici même avec des guides de pêche connus et reconnus et qui officient tout au long de l'année sur l'eau. Et ça, c'est important de parler aussi de comment on pratique la pêche en tant que guide et ce que l'on pense des ressources piscicoles maritimes, parce que c'est avant tout grâce aux poissons que nous pouvons travailler en tant que moniteur guide de pêche. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait venir Nicolas Huguet, qui a trouvé aussi un autre poste en activité, parce que tu es toujours guide de pêche, mais tu es aussi recherche et développement maintenant chez Amio. On a pu te voir sur ce plateau pour ça, mais là, du coup, on va zapper la partie commerciale et on va parler d'un autre métier, qui est le métier aussi de moniteur guide de pêche. Deuxième moniteur guide de pêche, j'ai fait venir Sylvain qui officie à Lorient depuis maintenant une dizaine, 6 ans. 6 ans. Ouais. Voilà, depuis 6 ans. Et puis, vous allez voir, ça pêche grave. Quand je dis ça pêche grave, c'est qu'on se fait beaucoup plaisir avec ces gens. Et j'ai fait venir Mickaël Le Pourceau, qui est coordinateur de formation de moniteur guide de pêche à Caulnes, où il y a aussi un complément dans cette formation qui est le complément mer maritime. Messieurs, bonjour. Mickaël, quelle est l'éthique de cette formation? Parce que tu enseignes comme tu es le coordinateur, tu as pas mal d'intervenants tout au long de l'année, dont je fais partie également d'ailleurs, pour certains le savent. Il y a une éthique, il y a un enseignement assez rigoureux avant de faire parler les garçons. Donc je te laisse donner juste comment on pratique, comment on forme un guide quand on va à Caulnes. Oui, merci Fred, bonjour. Niveau éthique, il y a différents points. Il y a déjà tout le côté pédagogie, projet professionnel. En fait, on passe du loisir au pro et on s'installe, c'est un métier. Et après, autour de la ressource, de l'environnement, déjà dans l'appellation du diplôme, c'est un BPGEPS éducateur sportif et éducateur à l'environnement. Donc le côté environnement, développement durable, gestion de la ressource, il est toujours pris en compte aussi bien pour utiliser la pêche, pour sensibiliser les gens à l'environnement, les pointer, que dans les techniques de pêche ou le prélèvement des poissons, où on est toujours sur du durable et de l'éthiquement correct. Alors, on n'enseigne pas le monitorat guide de pêche seulement pour l'alimentaire, C'est pas le but. On n'est pas dans un enseignement où la finalité c'est l'alimentaire. Nous sommes dans un enseignement complètement différent. Complètement. La finalité, elle est double, elle est sportive. Comment on apprend à pêcher, comment on apprend une gestuelle, une technique, faire des nœuds pour pouvoir prendre des poissons, mais pas dans le but de se nourrir. Et elle est d'utiliser la pêche comme outil d'éducation à l'environnement, de sensibilisation pour amener les gens dans le milieu et leur montrer, grâce à la pêche, comment fonctionne le milieu et ses fragilités. Et donc même, quand je disais, dans les prises de poissons, c'est si on doit garder, c'est pourquoi on garde, quel poisson, pour qu'on soit sur de la gestion à long terme et pas simplement dire tout ce qu'on prend, on le garde. C'est vraiment pas l'optique du métier. Est-ce qu'il y a des intervenants sur la ressource piscicole maritime qui interviennent durant cette formation ou pas, ou c'est Si. Alors, principalement parce que le BPGEPS au départ est eau douce et littoral par rapport au littoral. Mais oui, bien sûr, on a des gens qui sont des chargés de mission, des scientifiques à la base, qui viennent justement pour sensibiliser à la ressource, que ça soit pour les poissons, mais aussi la pêche à pied, par rapport à la découverte de l'estran, les tailles et autres, et pourquoi ça a été pensé de cette manière. D'accord. Donc on va commencer de parler un petit peu. On va commencer avec Sylvain. Sylvain, donc tu exerces comme moniteur guide de pêche depuis 6 ans. Où exactement? Donc sur le Morbihan, donc sur la zone de Lorient. Lorient, l'île de Groix, toute la partie ouest du Morbihan. Combien de fois sors-tu dans l'année à peu près? Les sorties représentent entre 100 et 150 sorties à l'année, quoi, en moyenne. Avec un nombre de personnes limité? Avec, oui, un maximum de 4 pêcheurs sur le bateau pour rester dans
voilà, du petit format, on va dire. Voilà, moi, le but, c'est pas de remplir au maximum le bateau. Le but, c'est que je puisse passer suffisamment de temps avec chaque personne pour pouvoir lui rapporter des choses, lui expliquer, voilà, pouvoir prendre en compte les spécificités de chacun, puisqu'ils se connaissent pas forcément tout le temps, et m'adapter au niveau de chaque personne pour pouvoir lui apporter des éléments, le faire progresser, lui faire apprendre des choses, quoi. Voilà, la dimension aussi du moniteur, un guide de pêche, c'est aussi apprendre des choses, faire progresser les gens, les amener, voilà, soit effectivement progresser au niveau technique, mais aussi prendre conscience, comme le disait Michael, de la fragilité du milieu, du fonctionnement de l'écosystème dans lequel on se trouve, que ce soit ressources marines, mais aussi les oiseaux, les cétacés, etc. Il y a plein de choses, tout ce qui tourne autour en fait, de la chaîne alimentaire. Alors, ça fait environ, si on compte 100, 150 sorties, on fait une moyenne de 3 personnes, 300, 315, 450 environ, hein, plus ou moins. C'est environ 450. Oui, c'est ça, 400 personnes en moyenne sur l'année. Ouais. Sur l'année. C'est pas négligeable, c'est important. Est-ce que ces personnes repartent systématiquement avec du poisson? Alors non, moi, effectivement, un des postulats de départ quand j'ai souhaité devenir guide de pêche, c'était essayer de faire prendre conscience aux gens que la mer, c'est pas inépuisable, c'est pas un frigo qu'on ouvre et dans lequel on peut taper de façon inépuisable. C'est quelque chose de fragile où effectivement il est possible de prélever des poissons, mais il faut le faire de façon raisonnable et avoir conscience de l'impact qu'on a quand on vient prélever des poissons. Donc moi, effectivement, depuis le début, j'ai mis en place un quota. Bien avant, effectivement, que les quotas soient mis en place de façon réglementaire, où, en termes de bars, parce que là je parle des bars, les personnes qui viennent avec moi peuvent ramener un bar par jour et par groupe de pêcheurs, j'entends bien, et pas par pêcheur. Et j'applique également, donc là on parlait de quotas, mais une double maille, une double taille de capture. Donc j'applique la taille minimum de capture qui est de 42 cm, donc tous les poissons de moins de 42 cm on les remet à l'eau. Et j'applique également une taille maximum de capture, c'est-à-dire que tous les poissons de plus de 60 cm on les remet également à l'eau. Donc pour faire simple, en gros, on va protéger à la fois les immatures, les petits poissons, et à la fois les meilleurs géniteurs. Je considère qu'à partir de 60, ça commence à devenir un joli poisson. Donc voilà. Et sans compter le fait que ce sont des poissons de trophée. Donc voilà, c'est des poissons qui sont de plus en plus rares. Enfin, on le vit au quotidien. Hein. Je pense que Nico pourra nous donner son avis là-dessus. Et voilà, c'est important de protéger ça. Et on se rend compte que parfois, les gens, quand on leur annonce ça au briefing, on sent qu'ils tiquent un petit peu. Mais en leur expliquant pourquoi on le fait, on se rend compte, voilà, il y a une démarche, il y a une évolution, et des fois j'ai des gens qui me disent après la sortie, bah écoute, c'est super, j'ai pris du plaisir à remettre ce gros poisson dans l'eau. Effectivement, il est beaucoup mieux dans l'eau que dans ma glacière ou dans mon four, quoi. Voilà. Alors, tu ne fais pas pêcher que le bar, tu fais pêcher aussi d'autres poissons, à la mouche également. Oui, tout à fait. Alors, ce que je dis souvent, c'est que la pêche au leurre, que ce soit le leurre, la mouche, etc., il y a une multitude d'espèces à pêcher. Le bar, c'est vrai que c'est le poisson emblématique que tout le monde recherche et dont tout le monde rêve. Mais il y a beaucoup d'espèces à pêcher qui sont aussi amusantes. Donc, que ce soit le requin, on en parlait tout à l'heure, le requin peau bleue, où là, de la même manière, même si on vient pêcher ces espèces-là, il faut savoir qu'elles sont très fragiles, elles sont en diminution, donc il faut le faire de façon raisonnée et très raisonnable. Donc là, sur les pêches du requin, par exemple, à la mouche, il n'y a pas de prélèvement, on remet systématiquement les poissons au lot, on évite de monter les poissons dans le bateau pour éviter de les traumatiser, on pêche avec des hameçons circle ou sans ardillon, ce qui permet de le décrocher très facilement, et voilà, pour essayer de minimiser les manipulations. Et je fais également du marquage au niveau des requins, du tagage. Donc je participe à un programme collaboratif au niveau mondial, coordonné depuis les États-Unis, qui donc permet de marquer ces poissons-là, de remplir une fiche de renseignement qui vient alimenter une base de données mondiale pour suivre un petit peu les évolutions des populations, les déplacements, voilà. Comme quoi, c'est du sérieux, quoi. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. En tant que moniteur guide de pêche, quand on part avec un moniteur guide de pêche, on a des bases de sécurité, un briefing, comme tu l'as dit au début, où tout le monde est à l'écoute, on fait même un peu la gueule quand est-ce qu'on part à la pêche. Et puis une fois qu'on est en pêche, c'est parfait. Nico, toi, tu officies depuis un peu plus longtemps que Sylvain, d'ailleurs, que ça soit en Méditerranée aussi. Tu as guidé en Méditerranée? Oui, je commence un peu. Mais oui. Plus sur la partie Vendée. C'est ça, de Port d'Attache, les Sables d'Olonne. Donc on se connaît avec Sylvain parce qu'on a beaucoup échangé à l'installation, parce que l'intérêt aussi de la formation des moniteurs guides de pêche, c'est aussi d'avoir un cercle de professionnels. Donc on échange des idées, on échange aussi des difficultés, on échange aussi des techniques de pêche. Donc
on a la chance de partager cette passion commune. Moi, j'ai un profil atypique, c'est que je viens de la plaisance et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'acheteurs de bateaux étaient en frustration parce qu'une fois le bateau acheté, les connaissances du milieu en termes de sécurité, de météo et de prise de poisson étaient manquantes. Donc, il y avait un réel intérêt à aller chercher cette qualification. J'aurais très bien pu, avec le parcours professionnel, continuer à faire des prises en main comme je le faisais dans le cadre des livraisons de bateaux neufs et faire de la prise en main de pêche, mais j'avais pas les compétences pédagogiques et le principe de cette formation, c'est vraiment d'inculquer ça et de professionnaliser en fait une pratique. Donc moi j'ai une phrase que j'aime bien, c'est la pêche, c'est pas sérieux, mais il faut le faire sérieusement. Eh bien, l'activité de moniteur guide de pêche, c'est un peu ça. C'est essayer de mettre de la rigueur et de la qualité dans la transmission des informations, de s'assurer que les gens pratiquent en sécurité. Et après, le plaisir vient naturellement, puisqu'on a déjà posé des bonnes bases, quoi. Tu étais pêcheur à la base, comme l'était Sylvain également. Tous les gens qui passent par la case moniteur guide de pêche sont avant tout pêcheurs, hein. Après, il y a un travail de pédagogie qui est fait au sein de cette formation. Mais toi, tu as des spécificités aussi, puisque tu fais pêcher en kayak. Tu as commencé, je me rappelle, avec tes kayaks. Oui, exact. J'aime beaucoup cette approche-là parce que, à l'image de la multiplicité des poissons qu'on peut trouver, et les techniques de pêche, il y a aussi les différences d'approche. Et la pêche du bord, la pêche à la mouche, comme le pratique Sylvain, la pêche en kayak, la pêche hauturière, c'est absolument passionnant. Moi, j'adore me retrouver en difficulté dans des situations techniques. Et le kayak, c'est un peu ça, c'est se remettre à un niveau inférieur sur l'eau, hein, tout simplement. La hauteur sur l'eau, la vitesse de déplacement, ça nécessite d'aménager sa technique et c'est très enrichissant. Donc le plaisir peut venir aussi de l'approche. Combien de fois sors-tu dans l'année environ ? Alors je sors un petit peu moins souvent maintenant, mais les moyennes, c'est ce qu'indiquait Sylvain, une centaine de journées annuelles, donc avec des sorties plus ou moins répétées, puisqu'il y a des demi-journées ou des créneaux courts du soir, et puis des journées complètes que j'affectionne, puisqu'on a un peu plus le temps, on est plus dans l'échange, et les coachings aussi. Hein, les coachings, c'est-à-dire je me déplace sur des bateaux de propriétaires pour apprendre et appréhender toutes les techniques de manipulation de l'électronique, de comportement, de pilotage de bateau, de réglage de hauteur de moteur. Voilà, c'est très très riche comme contenu. Et au niveau des prises capturées, il y a un prélèvement, il y a, je sais pas, alors moi je suis dans la même optique que Sylvain. Je suis même allé à un moment donné sur l'aspect financier, parce que j'ai dit tiens, on va bonifier la pratique vertueuse de relâcher, même si je suis, étant moi-même consommateur de poissons, parce que je mange pas de viande, mais je prélève quelques poissons, mais j'ai favorisé le no-kill, c'est-à-dire quelqu'un qui vient en vacances ou quelqu'un qui veut pratiquer le no-kill paiera un petit peu moins cher. C'était un petit clin d'œil, c'était un petit coup de pouce, et ça provoque parfois l'échange, puisque ça peut être risible, de se dire mais c'est un peu curieux comme stratégie commerciale, mais nécessairement ça développe le dialogue. Mais encore une fois, je suis pas partisan à 200% du no-kill, mais c'est ce que disait Michael tout à l'heure, c'est connaître le milieu, la saisonnalité, la masse, la biomasse du poisson présente et la situation dans laquelle on peut capturer un poisson, le conserver. Je vais même jusqu'à parfois dire ben voilà, on peut le consommer de certaines façons au niveau culinaire, parce que on va aussi un petit peu à la pêche pour ça, mais prélever de manière raisonnable et raisonnée, ça c'est essentiel, quoi. On n'est pas dans l'abattage systématique de poissons, bien heureusement, sinon on s'écœurerait vite avec Sylvain. C'est pour ça, parce que je vous ai fait venir aussi, parce qu'on parle de moniteurs guides de pêche qui enseignent la pêche, qui emmènent des gens environ, comme là, on en a deux, il y en a plusieurs. Il y en a un, je vais peut-être faire intervenir tout à l'heure, juste sur un petit coucou, mais ça fait environ, je vais dire, vous deux, 800 personnes, rien que là, 800 personnes qui passent dans l'année, grosso modo, hein. Plus ou moins. Donc on imagine, je connais un autre guide de pêche qui est pas là, que je voulais faire venir cet après-midi, qui s'appelle Sébastien Gasse, qui emmène environ 9 personnes à bord de son bateau régulièrement, et il n'y a pas de prélèvement non plus, parce que je le sais, je suis allé avec lui, ou occasionnellement, mais je voulais qu'il intervienne aussi pour qu'il en parle un peu. Et il me dit, t'es sûr que tu veux que je vienne? Bon, il n'était pas là, il est parti, mais c'est quelqu'un qui enseigne aussi la pêche, avec une pédagogie bien instituée. Mais là, du coup,
j'ai fait venir ces deux personnes parce que ça fait quelques années qu'ils officient et puis ils ont un rythme de vie assez soutenu, difficile, puisque faut se lever tôt, faut préparer tout le matériel très tôt, faut emmener les gens, on fait en fonction sur l'Atlantique des marées, en Méditerranée tu auras moins de soucis là, tu pourras te lever plus tard si tu as envie, enfin je plaisante mais c'est un peu le cas, il n'y a pas de marée. En revanche, quel type de poissons sont demandés en pêche, en technique de pêche? Est-ce qu'il y a un poisson, une technique? Est-ce que c'est le requin, le thon, le bar, le maquereau, la dorade? J'en sais rien. Quel poisson est le plus demandé par les gens, Parce qu'il n'y a pas que des pêcheurs non plus qui vous font appel, messieurs. Il y en a un, allez-y. Allez pas vous battre. Alors en fait, effectivement, tout dépend du type de public. Si on a effectivement affaire à un public de passionnés, enfin de gens qui pratiquent déjà la pêche en mer, ça va souvent s'orienter vers le bar. Voilà, ça peut être le lieu également. Donc c'est essentiellement tourné sur ici, en tout cas la Bretagne, on va dire, la façade atlantique sur bar lieu jaune. L'été sur des publics plus familiaux, débutants, là on est moins dans cette optique de recherche d'une espèce en particulier. Les gens viennent là pour passer une bonne journée, notamment s'il y a des enfants. Et moi, de mon propre chef, j'ai tendance à leur conseiller autre chose que le bar. Parce que le bar, notamment avec des enfants, ça peut être compliqué, notamment l'été, les conditions de pêche ne sont pas forcément idéales. Donc si on amène des enfants à la pêche, qu'ils passent 4 heures à lancer sans avoir une touche, c'est pas possible. Au bout d'1 heure, les gamins, on les a perdus, ils font autre chose, ils en ont ras le bol, ils ont posé la canne. Donc dans ces cas-là, moi j'oriente la pêche vers d'autres espèces où on va pas forcément prendre du bar, mais par contre on va avoir une multitude de touches dans la sortie et le groupe va pas du tout voir passer la sortie, les 4 heures où la sortie va passer très très vite, et puis ils vont monter énormément de poissons au bateau, parce qu'avant tout, avec un public soit débutant, soit jeune, il faut qu'ils prennent du poisson. Qu'ils prennent un maquereau de 200 grammes ou 300 grammes, ou qu'ils prennent un bar de 4 kilos, ils garderont généralement le même souvenir. Voilà, il faut que ça gigote au bout de la canne, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça tire, voilà, il faut que là ils s'éclatent quoi, les gamins. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Nico. Toi, Nico, au niveau technique de pêche la plus demandée, comme bon, est-ce qu'il y a un échange avec des enfants, avec des adultes, des non-pêcheurs? Quel est le public le plus demandeur, par exemple? Est-ce que ce sont des enfants, des non-pêcheurs ou des pêcheurs confirmés qui viennent pour se perfectionner? Quelle est la plus forte demande chez toi? C'est pas évident à identifier, mais c'est vrai que l'été, on a beaucoup de public touristique. Donc là, ils sont vraiment sur l'eau pour prendre du plaisir, en petit comité, c'est-à-dire vraiment le côté échange relationnel, apprendre des choses. Donc ils cherchent les sensations, les touches du poisson et passer un bon moment. Après, en avant-saison, en arrière-saison, on peut tomber sur des personnes qui cherchent plus un guidage, c'est-à-dire je veux prendre un thon sur chasse avec un guide de pêche, c'est mon objectif. Donc on a ces demandes-là. Et puis après, il faut savoir aussi être force de proposition, parce qu'il y a aussi des poissons super intéressants à pêcher à toute période de l'année. Donc globalement, ça s'équilibre, on va dire. Il y a des gens qui débutent et ça fait plaisir. Après, je rejoins Sylvain sur le côté plaisir. C'est-à-dire que le plus important, c'est pas forcément la taille du poisson, mais c'est la façon dont on le pêche, en fait. Donc depuis quelques années, moi je suis capitaine IGFA, et c'est vrai que l'IGFA c'est la façon d'homologuer des records, et le principe de base c'est de laisser au maximum la possibilité aux poissons de s'en sortir. Donc pas d'aide extérieure sur le pêcheur, pas d'aide en posant une canne sur le bord du bateau, impossible d'utiliser la motricité pour le tracter, et des lignes toujours plus fines. Donc toujours dans le respect aussi de ne pas tuer le poisson au combat, il ne faut pas que ça dure non plus des heures. Mais c'est une bonne façon de voir aussi la pêche. Le fait de chercher parfois la finesse va permettre d'avoir plus de plaisir. Donc on peut prendre un petit poisson avec une canne adaptée. Le but d'un moniteur guide de pêche, c'est d'aller chercher dans un premier temps du plaisir, d'enseigner la pêche, d'enseigner les techniques, les rudiments, pour vous faire gagner du temps, non pas pour remplir la glacière comme on faisait auparavant. Parce qu'il y a encore quelques fois, on dit, oui, on prend le guide de pêche pour aller pêcher du poisson, etc. On y va effectivement pour comprendre comment on pêche, comment on prend du poisson, mais nous n'y allons pas spécifiquement pour repartir avec à manger. On va chez le poissonnier chercher si nécessaire. Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai des statistiques, mais je ne sais pas de quoi, parce qu'on a démarré le plateau, et je ne sais pas quelles sont tes statistiques, Sylvain. Alors
effectivement, moi j'essaie à l'année de tenir des stats, notamment sur le bar. J'ai une formation scientifique, donc du coup c'est un peu une ex-déformation professionnelle, on va dire. Donc pour donner un ordre d'idée, sur l'année 2019, en guidage, on a capturé un peu plus de 1400 bars, toutes tailles confondues. Et sur ces 1400 poissons, on en a prélevé 34. Voilà, ce qui fait un peu moins de 3%. Voilà. Le reste des poissons est reparti à l'eau et je l'espère sont toujours là et j'espère qu'ils vont nous faire des générations de poissons qu'on pourra pêcher et qui pérenniseront l'avenir de la pêche. Voilà. Donc là, un prélèvement, on va dire, très raisonné. Pour toi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très raisonné également. J'aimerais qu'il y ait des guides de pêche aussi qui enseignent un peu plus souvent aussi la pêche à pied, hein, parce que la pêche à pied n'est pas toujours super bien contrôlée non plus. Dans les grandes marées, on voit des centaines et des centaines de personnes repartir avec des sacs pleins d'eau. Donc, quelquefois, essayons de se raisonner aussi sur ces coquillages, parce que ça fait pas toujours plaisir à voir, quoi. Et, toi, tu es placé maintenant chez Amio en tant que, tu vois, le matériel de pêche à pied. C'est vraiment intéressant, mais ne faisons pas n'importe quoi. Moi qui habite dans les terres, chez moi on organise des bus parce que c'est la grande marée, on va à la grande marée, on revient avec des pleins sacs et tout, et des fois quand la veille des poubelles, je peux vous dire qu'il y a une odeur nauséabonde dans les rues, ils ont tout balancé ces couillons là, donc ça me fait un peu mal aux fesses de dire ça. Je suis resté propre, mais c'est gênant, donc restons aussi, il n'y a pas, des fois on attaque aussi les différentes autres pêches, mais chaque individu doit regarder à sa porte comme quand on jette les déchets. Combien à peu près de moniteurs guides de pêche sont sortis de la formation de Cole, où tu es beaucoup, mais oui, et après combien exercent par exemple, enfin une fourchette, une moyenne, on va pas donner un chiffre exact parce que tu l'as peut-être pas, mais non, en moyenne, ça fait une quinzaine d'années que je fais ce métier. Il y a une quinzaine de moniteurs guides de pêche qui sortent de Cole par an. La moitié exerce comme animateur plutôt dans des structures pour initier, faire découvrir. Souvent c'est l'eau douce d'ailleurs. On peut regretter que ce côté animateur, initiateur se développe pas beaucoup en mer, comme le font les fédérations de pêche en eau douce. Et l'autre moitié exerce en tant que moniteur guide de pêche. À Cole, on est à 80% d'insertion, donc ça donne une idée. Alors forcément c'est une activité saisonnière, donc les guides de pêche n'en vivent pas forcément à plein temps, mais à la saison, on est sur des 3, 4, 5, 6 mois où ils travaillent vraiment fortement, quasiment tous les jours. Donc c'est vrai que, comme disaient Sylvain et Nico, le côté prélèvement possible mais très raisonné est important parce que ça fait rapidement des milliers de personnes qui viennent avec des guides de pêche chaque année et l'impact pourrait être très fort si on n'était pas dans cette optique justement de développement durable et puis de prélèvement raisonné. Voilà. Après, je rejoins complètement Sylvain et Nico pour dire qu'aujourd'hui, mes anciens stagiaires, quand je discute, on a vraiment ces deux types de clientèle, des pêcheurs passionnés qui viennent apprendre une technique, cibler un poisson. Ça peut être le bar, peut être le thon, c'est les deux poissons en ce moment qu'on entend le plus parler. Ça peut être le requin, il y a des pêches spécifiques sur les sparidés qui arrivent. Et après, il y a tout un volet débutant où là, les gens viennent pour découvrir l'environnement, découvrir la pêche, découvrir une technique et où il n'y a pas forcément un poisson de ciblé, mais où en fait ils veulent prendre des poissons et là chaque guide de pêche va aller, en fonction des territoires, les emmener sur des poissons facilement accessibles puisque la finalité c'est bien de prendre un poisson et d'avoir des sensations. C'est ça, donc il existe quand même beaucoup de moniteurs guides de pêche. Il y a beaucoup de questions qui sont posées à propos de ce métier. On n'est pas là que pour parler du métier non plus, on est là aussi parce qu'on voulait donner un peu notre avis sur le prélèvement, sur les gens qui passaient à bord, l'enseignement que faisait un moniteur guide de pêche sur son bateau ou au bord. Bon, on enseigne dans un Ventoux. Et moi qui suis aussi moniteur guide de pêche depuis 17 ans, je peux vous dire qu'en eau douce, pas en mer, c'est pas un métier où on vit que du monitorat, du guide de pêche en eau douce, je parle. Je parle pas en mer. On est bien d'accord, en mer, quand on sort très régulièrement, quand on le peut, que la météo veut bien jouer, ça c'est clair, c'est pas toujours facile. Mais c'est, comme l'a dit Mickaël, c'est aussi un métier complémentaire, parce qu'en montagne, on parle des moniteurs de ski qui font de l'élevage la saison, parce qu'il n'y a pas de la neige toute l'année. Nous, on a de l'eau toute l'année, et encore, dans les terres intérieures, pas toujours. Ça commence à se gâter, l'histoire de la flotte. Mais c'est ça. Et puis, pour conclure, je vais en faire monter un, qui est
sorti de formation il y a L'an dernier. Assieds-toi. On va te passer un micro. Tu vas te présenter. C'est tout jeune. Bonjour. Donc, enfin, pas lui, hein, aussi ça quand même. L'entreprise. Donc moi je suis Yohan Henry, je suis sorti donc de Cologne au mois de juin donc 2019, c'est ça. Et je me suis installé donc dès juillet avec mon projet qui était à la base pas trop changé. Donc j'ai monté la société Aventure Pêche Bretagne qui est basée sur Roscoff au port en eau profonde. Et cette année j'ai un deuxième bateau, un semi-rigide, qui va me permettre donc de monter ma zone donc de Roscoff jusqu'à Perros-Guirec. Et quel type de poisson vas-tu plus enseigner, enfin faire découvrir? Alors j'écoutais un peu ce que vous étiez en train de dire. Intérêt. Comme j'ai commencé cet été, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient de passage et effectivement qui venaient rechercher juste du plaisir, un bon moment. Donc comme disait Sylvain, force de proposition, je leur ai proposé des techniques assez simples qui sont en plus un peu à la mode en ce moment sur ce qui est Madaï, Ténia. Des techniques qui sont accessibles pour les enfants, très faciles, et qui ramènent beaucoup de poissons, une surprise et une quantité de poissons à pêcher, beaucoup de touches. Donc c'est vrai que c'est plus simple. En prélèvement, comment tu t'organises? Alors c'est toujours la question un peu délicate, c'est sûr. On est là pour ça d'ailleurs. On essaye, moi j'essaye de dire aux gens de garder la ressource. Hein, donc je comprends aussi que certaines personnes ont envie, c'est entre guillemets un peu un souvenir ou un partage de montrer la prise qu'ils ont eue dans la journée et de la montrer à la famille le soir. C'est un peu le souvenir qu'ils ont de leur pêche qu'ils peuvent partager avec tout le monde. Mais voilà, on reste dans une quantité de poissons où s'ils sont 4, ils ont un poisson, ils le mangeront ce soir à 4 et on s'arrête là. Et bizarrement, les clients que j'ai eus qui sont venus pour demander que du bar, ce sont des clients qui ont fait que du no-kill. D'accord. Ils ont tous relâché leurs poissons, ils sont venus juste pour le sport, pour la pêche sportive et pas pour la capture de ce poisson-là. Oui, super. Hier soir, je parlais avec un que vous connaissez bien aussi, Gaël Rognon, qui pêche beaucoup de bords à la Pointe Bretonne. Hein. C'est un des guides de pêche en mer qui pêche énormément de bords. Et lui, il fait quasi que du no-kill. Il m'a expliqué, il me dit mais non, mais il dit on garde pas les poissons. Il dit après on a les gâteaux apéritifs et on va boire un verre de vin, mais il dit on garde pas les poissons, il me dit. Bon, ok, alors mais en garder un de temps en temps, c'est pas négligeable hein, non plus, c'est intéressant. Mais effectivement, le but là, on a vu sur 3. Maintenant, bon, toi tu viens de t'installer, tu t'en es mis lourd sur le dos, tu as envie de préserver la ressource, bien entendu, puisque c'est aussi quelque chose qui est important, hein, la ressource, que ce soit pour Mickaël, coordinateur de formation, pour nos guides de pêche, c'est important, donc on fait gaffe à cette ressource. Si je peux juste ajouter un truc, j'ai monté en plus un club de pêche, donc où j'ai des enfants de 9 à 14 ans tous les mercredis après-midi que je garde sur l'année. Et en fait, voilà, eux, dans leur principe, tu parlais de la pêche à pied, on fait des pêches à pied, on fait des pêches en bateau, on fait des pêches en eau douce, et on rentre complètement dans cette logique. C'est vraiment eux qui sont notre avenir et qui vont pouvoir préserver tout ça. Et on va aller loin avec eux, voilà. L'enseignement de la pêche à pied, c'est pas que pour les petits. Ça serait bien aussi pour les grands, crois-moi. Là, c'est sûr. Je peux te jurer qu'il y a des fois, ça serait bien intéressant qu'ils connaissent la dimension, la taille d'un coquillage. Entre autres, je vous remercie beaucoup, à moins que vous ayez une précision à m'apporter supplémentaire, de cette petite incartade, on va dire, au milieu de Fishing TV. Là. Moi, j'avais une bricole à dire, mais c'est simplement aussi, on n'a pas mis l'accent sur le fait qu'on était aussi des témoins. Tu as le droit de mettre l'accent. Voilà, j'aime bien dire ça, c'est qu'on voit des choses sur le terrain, on voit des comportements et on voit des évolutions. Et on est aussi intéressant quand on peut échanger avec les pratiquants qui ne connaissent pas un milieu, parce qu'on peut aussi voir des populations de poissons bouger, des modifications du biotope, du trait de côte. On a malheureusement, on voit malheureusement des belles, des mauvaises choses et des témoignages assez sympathiques à côté. C'est vrai, et ceux qui font de la mer un peu plus large, on en voit des saloperies traîner un petit peu à la surface aussi. Ça, c'est pas, là, c'est pas le prélèvement, du coup, c'est la négligence humaine, et surtout dans les terres, ça vient beaucoup des terres intérieures aussi. Hein.
Ouais, tout à fait. Là, on touche du doigt un problème, la pollution par les plastiques. Ouais. Moi, je fais régulièrement des sorties effectivement au large, comme toi, Nico. Ah oui. Il se passe pas une sortie sans que je ramène du plastique. Alors, ne parlons pas des microplastiques parce que là, ils sont omniprésents. Dès qu'on arrive dans des courants de surface, il y en a partout. Hein. Tous les mètres, il y a un petit bout de plastique. Il y en a vraiment partout. Donc, ce qu'on voit à la côte, il faut savoir qu'au large, c'est aussi le cas. Et voilà. Et comme tu dis, tout vient en premier lieu de la côte, quoi, hein. Tout vient de l'impact de notre activité via les rivières, voilà, et qui se retrouve au final dans la mer. C'est ça. Et comme ça se passe au large, on le voit pas forcément, quoi. C'est ça. Merci messieurs beaucoup. Il y avait beaucoup de monde derrière. Vous êtes en vue et continuez ainsi à respecter cet environnement qui nous est cher et c'est grâce à ça que l'on vit. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de salon à vous et bonne année 2020. Hein. Merci. Merci. Dernier direct dans quelques instants. Allez, gardez le fil Fishing TV. J'espère en refaire d'autres comme celui-ci. À très vite.